Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Dans cet épisode, il sera question de production et de gestion d'énergie dans ses approches résilientes, de la mesure d'impact de la résilience et de pair programming notamment. Mais avant cela, voici l'histoire incroyable et peu connue d'un chef-d'œuvre du film d'animation. 1998, nous sommes en Californie. Un rayon de soleil caresse l'écran de Oren Jacob qui sirote un café de bon matin dans son bureau des studios Pixar. Il est l'un des chefs de l'équipe technique du film Toy Story 2. Et il a du pain sur la planche, car depuis des mois, lui et pas moins de 150 personnes travaillent d'arrache-pied sur l'animation, le modelage et l'éclairage des petits personnages de la saga. Le film doit sortir à l'automne. Ce matin, il est question de retoucher le chapeau de Woody, la star de l'opus. Il commence à bosser quand soudain, il remarque que les fichiers du petit cow-boy commencent à disparaître. 40 fichiers, 30, 24, mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Quelques instants plus tard, les équipes techniques se mettent au garde à vous. Ils observent avec effarement des parties animées entières du film qui fondent comme neige au soleil. Vite, il faut faire l'impensable, couper les serveurs. Tiens, les machines sont en panne. Ok, ça tombe bien pour Mike, un des animateurs, qui commençait à avoir un petit creux. Avec ses collègues, il s'accorde une petite pause déj bien méritée. À 14h, Mike, de bonne humeur, se reconnecte à son ordinateur. C'est bizarre, tout a disparu. En fait, c'est 90% du film qui est effacé. What ? Comment cela est-il possible ? Alors en gros, on découvre que c'est une erreur de commande. Quelqu'un a utilisé une commande qui ordonne au système de supprimer tous les fichiers situés sous le répertoire actuel. Mais pour l'heure, il n'est pas question de désigner un coupable. Au fond, l'accès aux données est très ouvert, ça pourrait être n'importe qui. Non, l'urgence c'est de récupérer ces fichiers. Il doit bien avoir des sauvegardes. L'équipe de Oren Jacob s'attelle à les récupérer. Et là, c'est la douche froide. Soit les backups sont incomplets, soit la qualité de la sauvegarde laisse à désirer. Impossible de récupérer le travail colossal déjà engendré. Galen Sussman, entre deux biberons, reçoit alors un coup de fil de ses collègues, paniqués. Ils auraient perdu tout le travail d'animation de Toy Story. Pourtant, les fichiers sont bel et bien présents devant elle. Mais oui, sur son ordinateur de stockage qu'elle utilise en télétravail depuis la naissance de son bébé. Ils sont datés de quoi ? 15 jours ? Mais au moins, ils sont complets. Oren Jacob saute dans sa Volvo direction Richmond pour récupérer le bébé. Enfin, la sauvegarde quoi. Ou les joyaux de la couronne. Tant tout à coup, cette machine devient la machine la plus chère de l'histoire. 100 millions de dollars au bas mot. Arrivé sur le parking, 8 personnes recueillent le précieux Graal. Et au moment de rebrancher, tout le monde retient son souffle. Est-ce que ça va cracher ? Et là, c'est parti pour un week-end marathon. Les techniciens travaillent jour et nuit pour récupérer les quelques 100 000 fichiers. La bonne nouvelle, c'est qu'ils y parviennent et que le film est sauvé. Finalement, l'histoire fera que le script sera presque entièrement réécrit et qu'il faudra retravailler presque de zéro sur les animations. Tout ça pour ça ? Alors attention, le film rapportera quand même 500 millions de dollars. Surtout, ils auront appris 2 choses. Premièrement, l'erreur est humaine. Deuxièmement, faites des sauvegardes. Cette leçon de résilience vous a été racontée par Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey avec laquelle j'ai le plaisir de recevoir le nouvel invité du podcast Les Résilients, Stanislas de Crevoisier, responsable de domaine SI chez GRDF. Bonjour Stanislas de Crevoisier. Bonjour Bertrand, bonjour Audrey. Vous êtes donc arrivé chez GRDF en juillet, après de nombreuses années à monter et à diriger des équipes digitales chez plusieurs acteurs français majeurs de la transition énergétique. On peut citer Voltalis, Engie, Total Energy et Technip Energy. Lors de ces expériences, vous avez entre autres développé des systèmes d'aide à l'équilibrage et donc la résilience des réseaux électriques. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer les temps d'arrêt de ces réseaux et avoir une approche prédictive ?
Alors, aujourd'hui, nous utilisons tous l'électricité sans même y prêter attention, par exemple pour nous chauffer, nous éclairer, nous nourrir, etc. Et acheminer cette électricité jusque chez nous, qui nous paraît un acte tout à fait banal, s'appuie sur un système relativement complexe qui nécessite d'avoir à tout moment une adéquation parfaite entre l'électricité qui est produite par les centrales nucléaires, les centrales gaz, les barrages, l'éolien, le solaire, etc. et l'électricité qui est consommée par notre éclairage, notre chauffage, les processus industriels, l'électroménager, et ainsi de suite. Et donc, s'il y a un décalage entre la production et la consommation d'électricité, cela va entraîner des variations de fréquence ou de tension sur le réseau, empêcher le bon fonctionnement de nos appareils électriques et jusqu'à faire tomber le réseau électrique, ce qui génère ce que l'on appelle en anglais moderne un blackout. Et donc, assurer l'équilibre entre la production et la consommation sur le réseau électrique s'avère de plus en plus complexe depuis plusieurs années, et pour deux raisons. La première, c'est du côté de la production d'électricité, puisque l'on remplace à des centrales qui génèrent du CO2, comme le charbon, le fioul ou le gaz, ce qu'il faut qu'on évite. Mais ces centrales avaient le mérite d'être faciles à piloter et leur production était très prévisible. Et ces centrales, on les remplace par du renouvelable intermittent, comme l'éolien et le solaire, qui sont très bien parce qu'elles sont décarbonées, mais par contre, elles sont beaucoup plus compliquées à prédire et non pilotables, puisqu'elles dépendent de la météo. Et en plus de cela, du côté de la consommation électrique, les choses se complexifient également, puisqu'on électrifie les usages. Pareil dans un souci de décarbonation, et donc on va remplacer le chauffage au fioul par des pompes à chaleur électriques. On va remplacer les véhicules à essence par des véhicules électriques. On va remplacer des procédés industriels qui avant étaient très consommateurs de CO2 par des processus électriques, c'est très vrai par exemple pour l'acier. Vu qu'on complexifie la gestion de la production électrique et la consommation, équilibrer les deux devient de plus en plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir depuis quelques dizaines d'années de nouveaux dispositifs pour aider à l'équilibrage du réseau, comme par exemple la mise en place de solutions de stockage électrique avec des batteries ou certains barrages, des solutions pour mieux prévoir et gérer la production des énergies renouvelables intermittentes, et puis enfin des solutions de pilotage de la consommation pour aider à lisser les pics de charge. Par exemple, je peux couper le chauffage chez vous pendant une demi-heure, vous ne vous en rendrez pas vraiment compte. Le confort restera le même. Par contre, si je fais ça chez plusieurs dizaines de milliers de personnes, ça aura un impact énorme sur l'équilibrage du réseau électrique. Je peux faire la même chose avec d'ailleurs des processus industriels énergivores, etc. Et donc, ce sont sur tous ces différents sujets d'équilibrage du réseau que j'ai eu la chance de travailler depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Quelle est votre définition de ce qu'on appelle la grid résilience, la résilience du réseau, et que vous avez expérimenté, je crois, lors de vos expériences précédentes ? Alors, la résilience du réseau, ça correspond à la capacité de ce réseau à répondre à des événements imprévus, comme une panne, une destruction d'équipements, un phénomène météorologique extrême, voire une pandémie de Covid. Et pour que le réseau continue à fonctionner, donc transporter l'électricité jusque dans les entreprises et les foyers, il faut être capable de réagir à cet imprévu. Et donc pour ça, améliorer la détection de ces événements extrêmes ou améliorer leur prévision, mise en place de redondance sur le réseau des plans de secours pour en cas de défaillance, mettre en place des capacités d'intervention rapide sur le terrain, puis bien sûr mettre en place de nouveaux leviers d'équilibre, ceux que j'ai mentionnés plus en avant, comme le stockage ou le pilotage de la consommation. Et les nouvelles technologies digitales apportent beaucoup sur ces différents sujets, et c'est sur quoi je travaille encore en ce moment. Et justement, donc là, on comprend bien les différentes techniques pour être plus résilient, mais est-ce que finalement ça peut se mesurer ? En tout cas, est-ce qu'on peut mesurer les impacts concrètement de la résilience ? La mesure de la résilience est assez simple. Tant qu'on a de l'énergie qui est correctement acheminée chez nous, lorsqu'on en a besoin à un prix acceptable, ça signifie que cela fonctionne. En Europe, on est un peu moins sensible à ça parce qu'on a parmi les meilleurs réseaux énergétiques du monde, parmi les plus fiables, ce qui est essentiel pour notre confort et notre économie. Mais dans beaucoup d'autres pays ou régions, c'est pas du tout le cas et je peux vous assurer que la résilience est un mot qui est bien connu par les utilisateurs. Est-ce qu'il y a de l'IA dans ces nouvelles technologies de production et de gestion d'énergie et quelle est leur part finalement ? Alors, il y en a déjà beaucoup. Et la part continue de s'accroître. Je vais donner quelques exemples, mais aujourd'hui, l'IA est à peu près partout pour la résilience. L'IA va être utilisée, par exemple, pour une modélisation la plus fine possible du système et du réseau, afin d'anticiper ce qui peut se passer en cas d'événement prévu. Il faut être capable de prévoir tous les différents paramètres qui vont intervenir, comme la production d'électricité, sa consommation, les capacités de ses stockages, les prix du marché, l'empreinte carbone en instant T, l'état des équipements, les capacités de flexibilité disponibles, etc. Tous ces systèmes prédictifs reposent sur des IA qui sont de plus en plus sophistiqués. Je ne parle même pas des prévisions météo qui aujourd'hui utilisent les plus grands supercalculateurs au monde. Ensuite, l'IA va être utilisée pour optimiser les opérations de maintenance sur le réseau.
Par exemple, on parle de plus en plus de maintenance prédictive, on essaie d'anticiper les défaillances des équipements. On peut optimiser aussi les interventions avec une détection la plus fine possible des problèmes, de leur localisation, de calcul du meilleur moment pour intervenir sur place, l'optimisation, la sécurisation de l'intervention des techniciens. On va également utiliser de plus en plus de robotique alimentée par de l'IA pour éviter les risques qui peuvent peser sur les personnes. Un autre exemple, c'est que l'IA va être utilisée localement pour prendre des décisions très rapides de contrôle-commande sur des équipements, au sein de ce qu'on appelle en anglais des Energy Management Systems ou des EMS, qui vont localement, au sein d'une usine ou d'un grand système énergétique, qui peut être un bâtiment, optimiser localement les coûts, la performance et l'empreinte carbone du système. Voilà quelques exemples et cette liste est très loin d'être exhaustive. Stanislas, on le disait tout à l'heure, vous êtes arrivé chez GRDF en juillet dernier, c'est tout neuf. Quel est votre rôle précisément aujourd'hui ? Alors au sein de GRDF, je suis responsable de l'un des domaines du service informatique de l'entreprise, qui s'appelle SIRI, pour Système d'information réseau intervention, qui recouvre les outils informatiques de gestion des travaux, de maintenance, d'intervention sur place, de l'urgence sécurité gaz, pour tout le réseau de gaz géré par GRDF, qui représente quand même à peu près 200 000 km de canalisation. Et ça recouvre également les services de cartographie d'entreprise. Donc voilà, plein de sujets très passionnants et dans le cœur de métier de l'entreprise. Et justement, quand on parle de production de gaz naturel, qu'est-ce qui va être spécifique en termes, par exemple, de gestion de la production, de préparation au risque ou alors de prédictibilité ? Alors, le gaz naturel est par un certain nombre d'aspects un peu plus simple à gérer qu'un réseau électrique. La fréquence est moins forte, le gaz, ça se stocke, il y a un peu moins d'usage en aval, etc. Et donc, il y a moins besoin de l'équilibrage temps réel que j'ai mentionné avant sur le réseau électrique. Par contre, il reste un certain nombre de défis à relever, principalement liés à la décarbonation. Puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de remplacer le gaz naturel fossile par du biogaz, donc du gaz naturel issu de la décomposition des déchets organiques, tels que les résidus agricoles. Et donc cela revient techniquement à remplacer donc les gros postes d'ingestion du gaz dans le réseau. Avant, ça venait par des gazoducs ou par des gros terminaux méthaniers. Et maintenant, on ajoute de multiples points d'ingestion qui sont beaucoup plus locaux à partir de ces unités de méthanisation de biogaz. Et ça génère un grand nombre de contraintes physiques sur la gestion de ce gaz. Il faut garantir une certaine pression, une certaine qualité du gaz, anticiper la diffusion de ce gaz au sein du réseau. Et puis, il y a également le problème qui est lié au stockage de ce gaz, c'est-à-dire que l'été, lorsque les stocks sont pleins et que la consommation de gaz est naturellement plus faible, comment fait-on pour gérer l'ingestion de ce biogaz dans le réseau et s'assurer qu'il y aura toujours suffisamment de place ou des méthodes pour ingérer ce gaz et éviter de le rejeter dans l'atmosphère, ce qui serait peu souhaitable pour des raisons économiques et écologiques. Donc tout ça nécessite de nombreux outils de modélisation, de prévision, de gestion, qui sont nouveaux pour la gestion du gaz et qui sont en cours de développement au sein de GRDF. Vous dites, Stanislas, que la résilience, en fait, c'est la redondance. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée ? Alors la redondance est l'une des bases de la résilience. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres systèmes, mais ça fait partie des systèmes importants puisque dans n'importe quel système qui va devoir se baser sur du matériel, ce matériel est par nature faillible. Et donc si ce matériel tombe, il faut qu'il puisse y avoir un autre matériel qui puisse prendre le relais, ou dans le cas d'un réseau, une autre route d'acheminement qui puisse emmener le gaz, l'électricité, l'information, etc. Et donc plus il y aura de résilience sur mon réseau, sur mon système, plus j'éviterai ce qu'on appelle les SPOF, les Single Points of Failure, et plus mon système sera résisté à des problèmes divers. Le défaut de cette redondance, c'est qu'elle a un coût, puisque si je m'amuse à dupliquer tous les éléments de mon système ou les tripler, forcément, ça aura un coût supplémentaire. Et donc, il faut à chaque fois réaliser une étude coût-bénéfice pour mettre cela en place. Mais aujourd'hui, ça fait partie des opérations de résilience les plus performantes. Et peut-être dans cette notion de redondance, j'ai vu que vous étiez un adepte du pair programming. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, tout à fait. Le pair programming, donc, c'est une méthode qui fait travailler les développeurs informatiques par deux sur une même partie du code. C'est une méthode qui peut paraître un peu plus lente et coûteuse au premier abord, puisqu'on se dit on va doubler les coûts. Mais en fait, ça offre des gains considérables en termes de qualité du code produit. Et donc, un code de meilleure qualité fait moins de temps passé ensuite en debug et en recherche de problèmes. Et puis, ça a d'autres avantages, comme aider à la montée en compétences plus rapide des nouveaux arrivants ou des juniors, que l'on va pairer avec une personne plus senior ou plus ancienne. Ça permet d'éviter la perte de connaissances sur des parties du code en cas de départ d'un développeur, ce qui peut toujours arriver. Et donc, cette méthode, qui est l'une des composantes importantes d'une méthodologie plus globale qui s'appelle l'extreme programming, est d'ailleurs l'une des plus anciennes de l'ingénierie logicielle. Donc ça nécessite parfois un peu de pédagogie à mettre en place,
mais quand c'est bien mis en place, c'est extrêmement performant. Dans le domaine de l'énergie, Stanislas, il y a eu de fameux exemples de blackout aux États-Unis, notamment aux États-Unis, et je crois que vous avez pas mal appris de ces exemples-là. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple ? Alors effectivement, c'est une bonne leçon. Les États-Unis, c'est un pays qui est intéressant parce que c'est donc constitué de plusieurs États. C'est un pays très développé, mais chaque État gère son réseau électrique de manière assez largement indépendante des autres États. C'est comme s'il y avait plein de réseaux électriques juxtaposés, il y a quelques interconnexions, les uns côté des autres, et puis en fonction des États, ils vont avoir des stratégies de gestion du réseau très différentes. Par exemple, certains États vont plus naturellement essayer de promouvoir le renouvelable. D'autres vont rester sur des méthodes plus traditionnelles à base de gaz ou de charbon. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe là-bas, puisqu'il y a effectivement plusieurs cas de blackout aux États-Unis sur des grands États, comme la Californie ou le Texas, qui ont fait les grands titres de la presse. Très souvent, c'est lié à des événements météorologiques extrêmes. Par exemple, en Californie, il y a des épisodes de chaleur qui vont faire monter la consommation parce que les gens vont utiliser plus souvent la climatisation. Mais également, ça va poser un risque sur la production, surtout le soir quand il n'y a pas de vent, il n'y a plus d'éolien, il n'y a plus de solaire. Et en plus, la Californie, malheureusement, connaît de nombreux incendies qui peuvent avoir un impact sur la production d'énergie. Et donc la Californie, aujourd'hui, qui est l'un des pays les plus avancés dans ce qu'on appelle la transition énergétique, fait également partie des États qui connaissent régulièrement des blackouts et qui cherchent à les combattre en mettant en place les solutions intelligentes dont j'ai parlé plus avant. Et un autre État qui a connu un énorme blackout en 2021, c'était le Texas, qui avait connu un hiver très rigoureux en 2021. Et là, de nouveau, forte hausse de la consommation, principalement pour des raisons de chauffage et d'éclairage, la production qui n'arrive pas à la suivre, et un blackout, et à chaque fois, ça touchait quelques millions de personnes, donc ce ne sont vraiment pas de petits événements. Et donc en Europe, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe là-bas et les solutions qui sont mises en place, parce que c'est un très beau laboratoire pour nous avoir un réseau énergétique plus résilient sur notre continent. Alors on arrive à la fin du podcast, donc je vais vous poser la question habituelle qui est si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel serait-il ? On l'a vu par exemple dans l'histoire, dans l'intro, ce serait peut-être de retrouver une sauvegarde quand on a tout perdu, mais vous, ce serait quoi ? Alors c'est une bonne question. Je vais faire une réponse de vieux, mais qui aurait d'ailleurs résolu le problème de Pixar. C'est que parfois, on aimerait bien pouvoir changer le passé, ce qui donc serait d'ailleurs super pour améliorer la résilience. Et je pense que plus on avance en âge, plus on se dit, tiens, mais si je fais les choses comme ci ou comme ça, ou si c'était passé autre chose, ça aurait été différent. Ça, c'est une première raison. Et l'autre raison, c'est que je suis un passionné d'histoire et que pouvoir voyager dans le passé et rencontrer des grands personnages historiques, ou assister aux grands événements, aux grands basculements d'histoire, est quelque chose qui me passionnerait. Ça a du sens. Et puis, ma dernière question, c'est celle pour un prochain épisode. Vous connaissez peut-être des super-héroïnes ou des super-héros qui auraient leur place dans notre podcast. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête ? Alors, une personne que je pourrais vous recommander, toujours dans ce thème de la résilience des systèmes électriques, s'appelle Philippe de Montalembert. C'est quelqu'un qui, après avoir fait ses classes chez Poweo, qui est un producteur indépendant d'énergie, a monté plusieurs startups autour de la gestion de l'électricité renouvelable intermittente pour permettre le développement de celle-ci, à la fois en agrégeant la production de divers petits producteurs pour pouvoir la valoriser sur les marchés, une société qui s'appelle Hydronext, qu'il a revendue, et ensuite il a monté plus récemment une société autour de ce que l'on appelle l'autoconsommation collective, et donc comment les producteurs d'énergie renouvelable et les consommateurs peuvent mettre en commun leur capacité de production et de consommation pour optimiser tout cela localement. Ça me paraît très intéressant dans le cadre de votre podcast, et donc voilà, n'hésitez pas à contacter Philippe de ma part. Merci beaucoup Stanislas de Crevoisier. Eh bien écoutez, c'est moi. Merci d'avoir accepté l'invitation des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. L'histoire inspirante de Toy Story 2 en intro, ainsi que l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast sont à mettre au crédit d'Audrey Williard. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents des Résilients sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera plus simple pour ne rien rater dans le futur. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.